Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et celle-ci va être assez brève, mais je vais essayer d'y raconter pas mal de choses. J'ai extrêmement beaucoup le seum. On va faire la revue de la semaine ensemble. On va voir pourquoi. Je vous avoue que cette semaine-ci m'a pas mal frustré. Et on va essayer d'en tirer des leçons. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur l'intro, je vais direct aller sur l'écran. Mais donc la semaine passée, on a eu pas mal de choses qui se sont produites. On a eu l'inflation aux États-Unis, on a eu la décision de politique monétaire de la Fed, on a eu la situation politique, l'instabilité politique en France et puis les élections européennes. Et il faut dire que autant c'était pas une semaine très difficile à trader pour moi, mais je l'ai mal tradé. Ce qui fait que je ressors avec une perte, donc déjà juste pour parler du résultat, je sors avec une perte nette de 1R, donc 1R en tout cas actuellement. Selon ma stratégie de gestion des risques, ça représente 0,5%. Mais donc je sors avec une perte de 1R, malgré le fait d'avoir correctement call, si j'ai envie de dire ça, ce qu'il allait se passer. Mais donc, je vous ai mis deux graphiques ici. Donc ça, c'est un graphique de l'euro-dollar. À droite aussi, simplement ici, j'ai mis les positions que j'ai prises et les positions idéales. Donc il y a les deux qui sont mélangées. Et sur la gauche, j'ai simplement mis, c'est un graphique hyper simple, mais c'est juste pour expliquer les développements du prix. Alors, si tu es intéressé par tout lire, tu peux faire pause dans la vidéo et simplement lire ma revue complète de la semaine. Ça, c'est plutôt des notes personnelles sur ce que j'ai fait, de bien, de mal, etc. Mais ici, tu peux lire la revue complète de la semaine, ou sinon, simplement m'écouter. Je vais juste décortiquer un petit peu ce qu'on a eu. Donc, ici, tu as un graphique de l'euro-dollar. Donc, l'euro avait démarré la semaine en forte baisse quand même. Donc ici tu as le lundi. Entre les deux barres bleues, c'est la semaine qu'on a eue. Donc l'euro avait démarré la semaine en baisse pour deux raisons. Bah, déjà on avait eu le rapport sur l'emploi la semaine passée qui était plus fort que prévu, enfin plus solide que prévu on va dire. Et qui du coup a propulsé l'euro à la baisse vers plus ou moins 1,08. Mais ce qu'on a eu durant le week-end, bah, on a eu les élections. On a eu la dissolution du Parlement, enfin l'addition de Macron. Et donc ça... pour le dire très simplement, a mis énormément d'incertitudes politiques. Et dans un environnement d'incertitude, en fait, les investisseurs vont être averses au risque et vont se retrancher vers les valeurs refuges comme le dollar. Bon, ça c'est l'une des raisons, mais la deuxième raison, forcément, c'est qu'on a eu aussi un gros cataclysme sur les rendements en zone euro, donc le rendement allemand, le rendement français, des obligations d'État françaises, et donc forcément ça a pesé sur l'euro. Donc il y a eu un peu ces deux mouvements-là, il y a eu une appréciation du dollar et une dépréciation de l'euro qui ensemble donne une dépréciation de l'euro USD. Donc ça c'était pour le début de la semaine, puis l'euro a touché un plus bas vers je sais pas moi, plus ou moins 1,0720. Encore une fois ici je donne des indications en gros, je rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait s'amuser à décortiquer vraiment l'action des prix limite sur 1 heure ou sur 15 minutes, mais ici j'essaie vraiment juste d'expliquer les grands swings de mouvement qu'on a eu. Donc d'abord une baisse de l'euro, ensuite une appréciation, ça c'est avec les données CPI aux États-Unis, puis une dépréciation à la suite de l'addition de politique monétaire de la Fed. Mais donc pour l'inflation aux États-Unis, je parlerai du trade, parce que j'ai pris qu'une position, je parlerai du trade que j'ai pris après, mais pour l'inflation aux États-Unis, l'inflation a ralenti plus que prévu. On pouvait s'y attendre, mais dans tous les cas, voilà, l'inflation a ralenti plus que prévu aux États-Unis, ce qui a remis sur la table l'anticipation d'une première baisse des taux de la Fed en septembre. Donc il faut savoir qu'avant la publication, donc avant ce grand chandelier haussier, ce qu'il y avait dans la tête des investisseurs, c'est, tiens, est-ce que la Fed va pouvoir baisser ses taux d'intérêt en septembre, et les paris étaient à peu près à une chance sur deux. Et puis du coup, comme on a observé un ralentissement plus important que prévu de l'inflation, ça a envoyé comme message aux investisseurs, tiens, peut-être que l'inflation au cours des mois prochains va ralentir et ça va permettre à la Fed de baisser ses taux, etc. On remet sur la table la possibilité d'une baisse en septembre. Et donc c'est ce qui explique du coup l'appréciation de l'euro, ou plutôt dans l'autre sens, la dépréciation du dollar. Après ça, du coup, et c'est pour ça que c'était aussi une journée assez particulière, parce qu'on avait le CPI l'après-midi, et puis en fin de journée, le soir, on avait l'addition de politique monétaire de la Fed. Donc c'est rare qu'il y ait une data aussi importante juste avant la décision de politique monétaire. Mais donc c'est arrivé, et en ce qui concerne l'addition de politique monétaire, je dirais que les points principaux à retenir, c'est que la Fed a maintenu ses taux inchangés, ça on s'y attendait. Que pour Powell et les responsables de la Fed, ils ont besoin de plusieurs mois de données d'inflation positives pas dans le sens un chiffre élevé, mais positif dans le sens qui ralentit vers 2%, qui est leur cible d'inflation. Et troisième chose aussi à retenir, je dirais que c'est les projections économiques. Là où en mars, dans leur rapport sur les projections économiques, les responsables de la Fed anticipaient jusqu'à 3 baisses de taux d'intérêt cette année, maintenant ils n'en anticipent plus qu'une. Donc en théorie, cette décision-là est assez
hawkish, si je puis dire. Mais il ne faut pas regarder cette décision-là simplement pour ce qu'elle est. Il faut la mettre dans son contexte. Et le contexte, c'est que au moment où la Fed a rendu sa décision de politique monétaire, les marchés anticipaient déjà à peu près 2 baisses de taux. Donc on passe de tiens, on va peut-être baisser les taux 2 fois à ben tiens, on va peut-être baisser les taux 1 fois. Mais la question à se poser, c'est tiens, est-ce que les marchés font confiance à la Fed? Est-ce que les marchés croient à la Fed quand elle dit ça, sachant qu'elle a annoncé ça, certes après la publication du CPI, mais les données ont été enregistrées avant la publication du CPI. Donc il faut bien se rendre compte que, ben tiens, si maintenant la Fed avait observé le ralentissement plus important que prévu de l'inflation aux États-Unis, est-ce qu'elle aurait quand même dit qu'elle allait baisser les taux qu'une fois cette année, et pas peut-être 2, sachant que si on regarde le détail du dot plot, on se rend compte en fait que ça se jouait à peu, et que ça aurait pu être une baisse cette année ou 2. Mais si c'est 2, ben c'est déjà priced in par les marchés, donc il n'y aurait pas vraiment eu de réaction. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que là où intuitivement c'est un message assez hawkish, c'est de dire ben, on baissera moins les taux que prévu parce que l'inflation n'est pas sous contrôle. En réalité, quand on constate la dernière data CPI et puis aussi le discours de Powell qui dit simplement ben, tiens, il nous faut plus de données sur l'inflation qui vont dans le bon sens, et pour le moment, ben, c'est ce qu'on a eu avec le PCE et le CPI. Donc quelque part, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est ce qui explique en gros pourquoi, après une hausse de peut-être une centaine de pips, avec le CPI, on a eu une baisse que de peut-être 30-40 pips avec le FOMC, même si c'était théoriquement hawkish. Ok, donc ça c'est pour les données je crois que c'était mercredi. Puis jeudi, du coup, on a eu l'indice des prix à la production. Alors en théorie, l'IPP a ralenti plus que prévu. Donc c'est censé être baissier pour le dollar, mais le dollar s'est quand même apprécié. Et c'est là où il n'y a pas que les données qui comptent dans la fluctuation du taux de change, il y a aussi l'environnement macroéconomique global, dans ce cas-ci les élections européennes, mais plus particulièrement la situation en France. Donc il faut bien comprendre que ce qui s'est passé à partir de mercredi, indépendamment des données, c'est que l'incertitude politique a grandi. L'incertitude politique a grandi, et donc quand il y a ce sentiment d'incertitude, qu'il soit politique, géopolitique, enfin bref, quand il y a de l'incertitude dans l'environnement macro, ce qui va se passer, c'est que l'aversion au risque va pousser les investisseurs à demander une prime de risque, blablabla, bref, tout un tas de mécanismes qui vont pousser les rendements du trésor, donc le rendement des obligations, dans une certaine direction. Ce qui s'est passé en fait entre mercredi et vendredi, c'est que le rendement des obligations, l'écart entre le rendement de l'obligation française et l'obligation allemande, je vais expliquer pourquoi celle-ci, donc cet écart a significativement augmenté. Je reformule, tu prends le rendement des obligations françaises, ok, tu prends le rendement des obligations allemandes, ok, les deux se sont dépréciés. Ça, c'est une première chose à prendre en compte. Les deux se sont dépréciés globalement, mais le spread, donc l'écart qu'il y avait entre les deux, s'est significativement agrandi. Et dans ce contexte-là, mais après il faut connaître un peu la logique des marchés, dans ce contexte-là, c'est baissier pour l'euro. En fait, quand il y a une trop grande divergence entre les rendements des différents États de la zone euro, c'est considéré comme mauvais pour la devise, parce qu'il y a cette, comme je l'ai dit, il y a des divergences au sein d'une même union économique. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais retiens simplement, voilà, on va simplifier, retiens simplement que l'écart entre les rendements allemand, pourquoi? Parce que c'est un peu le rendement, enfin c'est les obligations de l'État allemand, c'est un peu celles qu'on regarde pour l'ensemble de la zone euro parce que c'est la première économie de la zone euro. Donc l'écart entre les rendements allemands et les rendements français ont significativement augmenté, et du coup ça a pesé sur l'euro, voilà, si je dois le dire simplement. Et ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est que après la décision de politique monétaire de la Fed, je l'ai dit, les marchés ont remis sur la table la possibilité d'une baisse des taux en septembre. Donc ça veut dire qu'il y a eu un renforcement des anticipations pour une baisse des taux plus tôt dans l'année. Donc théoriquement c'est bearish, pour le dollar. Bon, je suis en train de m'embrouiller, mais théoriquement c'est, on va dire, dovish comme décision pas la décision de politique monétaire en elle-même, mais la réaction des marchés. C'est théoriquement dovish, c'est théoriquement bearish pour le dollar. Et ce qui est marrant, c'est qu'on l'a observé sur les rendements à 10 ans, les rendements à 2 ans, ici je parle des rendements d'État américains, se sont significativement dépréciés. Donc en théorie, le dollar devrait baisser.
Sauf qu'on a observé, et ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive, on a observé une décorrélation entre le dollar et les rendements. Ça peut être intéressant que je vous trouve un graphique. J'avais pris une capture d'écran pour cette semaine. Si on regarde le graphique ici, vous voyez qu'en temps normal, donc ça, en noir, enfin les chandeliers c'est le dollar, et en orange c'est le rendement à 10 ans. Ils sont pas hyper réactifs au dollar, mais ils réagissent quand même suffisamment au dollar que pour observer une corrélation. Donc vous voyez qu'en temps normal, ben, quand les rendements baissent, le dollar baisse. Quand les rendements remontent un peu, le dollar remonte un peu. Donc après, l'amplitude du mouvement n'est pas exactement corrélée, mais la direction est corrélée. Ici, voilà, le dollar baisse, les rendements baissent. Ici, de nouveau, voilà, il y a une toute petite baisse, voire une stabilisation des rendements, mais le dollar s'est un peu déprécié. Ici, par exemple, il y a une grande appréciation des rendements, le dollar s'est un peu apprécié, mais donc ce que je dis, c'est que l'amplitude n'est pas tant importante, surtout la direction, pardon. Et donc dernièrement, voilà, on observe une hausse des deux actifs, on observe une baisse des deux actifs, et puis là, qu'est-ce qu'on observe? Depuis, du coup, donc c'était mercredi, jeudi, ben on observe une hausse du dollar, mais une baisse des rendements. Et donc la baisse des rendements est logique par rapport à la position de la politique monétaire, par rapport au renforcement des paris pour une baisse de taux en septembre, mais le dollar s'apprécie quand même. Et c'est là où il faut prendre en compte d'autres facteurs pour évaluer la valeur du dollar, et donc quelque part la valeur de l'euro, puisque l'euro aussi est inversement corrélé, négativement corrélé au dollar. Ça veut dire que si le dollar monte, l'euro descend généralement. Et donc ça explique pourquoi on observe, et je vais reprendre mon autre graphique, pourquoi on a observé cette baisse de l'euro, malgré le fait que le dollar, théoriquement, avec le CPI, avec le PPI, avec le renforcement des paris pour une baisse en septembre, malgré le fait que du coup le dollar aurait dû se déprécier, l'euro aurait dû s'apprécier, mais comme la situation politique est très instable, ou en tout cas il y a beaucoup d'incertitudes et il y a beaucoup d'aversion au risque de la part des investisseurs, et qu'on a observé cet écart qui je crois est monté à un plus haut de 7 ans, donc l'écart entre le rendement rendement allemand et français a atteint son plus haut niveau en 7 ans il me semble, et bien du coup cette incertitude-là, cet environnement-là, a pesé significativement sur l'euro, l'a fait plonger, même si on avait des données US mauvaises, si je peux dire ça comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours regarder que les indicateurs, il faut aussi regarder l'environnement macro. Et donc l'euro après s'est déprécié, après son plus haut ici vers 1,0850, s'est déprécié jusqu'à 1,07 et même plus bas. Donc ça c'est ce qu'on a eu au niveau des mouvements dans la semaine, et puis un peu les explications logiques derrière. Comme je te l'ai dit, si maintenant tu veux plus de précision, ou en tout cas que je l'explique mieux, il suffit de lire, parce que j'ai pris le temps d'écrire ça. Là je te le fais en mode impro à l'oral. Et donc pourquoi je disais en début de vidéo que j'avais énormément le seum pour cette semaine, c'est que mon billet de base était haussier pour l'euro. Okay, j'envisageais un rebond haussier de l'euro, donc ce mouvement-là, entre guillemets, je l'anticipais. J'envisageais un rebond de l'euro vers 1,08, voire même 1,0850, c'est le plus haut que j'envisageais cette semaine. Sur base de quoi? Sur base d'un ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Et aussi parce qu'en temps normal, après la décision de politique monétaire de la Fed, les 4 dernières réunions qu'on a eues avant celle-ci, le dollar a systématiquement réagi à la baisse. Donc ça veut dire que à chaque fois que Powell prenait la parole lors de la conférence de presse, le dollar chutait. Donc quelque part c'est haussier pour l'euro. Donc ces deux choses-là me poussaient à penser que l'euro pouvait s'apprécier. Et donc j'avais pris une position d'achat, c'était le mardi. Mais malheureusement c'était un peu trop tôt. Donc mardi j'avais un setup d'achat. Donc quelque part d'un point de vue technique ce n'était pas faux. D'un point de vue fondamental c'était pas vraiment faux. Mais au niveau du timing c'était pas bon. Donc j'ai pris un setup d'achat trop tôt. Jusqu'à là il n'y a rien de mauvais, c'est pas grave, tu prends une perte, tu continues. Mais ça c'est l'idéal. Le problème, c'est que cette perte, et c'est ça la petite histoire que j'ai envie de te raconter, c'est que cette perte, donc c'est celle qui est ici, hein, cette perte, en fait, a eu un impact assez significatif, psychologiquement parlant, sur moi, dans le sens où, après ça, la perte en elle-même, je l'ai pas mal digérée, mais j'étais dans un état, après coup, de peur de perdre à nouveau. Je me dis, bon, c'est embêtant, j'ai déjà perdu 1 R, si je prends une deuxième perte, ça va me faire moins 2 R pour la semaine, et ça va me mettre en perte pour le mois. Et toute cette petite rationalisation, en fait, le problème c'est qu'elle te met pas du tout dans le bon état d'esprit pour trade. Et donc le lendemain, le mercredi, peu de temps avant le CPI, j'avais de nouveau un setup qui pouvait potentiellement être intéressant et que j'aurais pu saisir. D'un point de vue technique, au niveau de mon plan, il était valide. Donc en théorie, j'aurais pu le saisir, j'aurais même dû le saisir, parce que j'avais mon biais directionnel lié au fondamental, j'anticipais un ralentissement de l'inflation, j'anticipais une décision de politique monétaire de la Fed qui ne pèse pas trop sur l'euro. Donc j'étais bullish, ça c'était ma direction, et j'avais mon setup technique qui me disait d'acheter. Particulièrement, donc j'ai remis cette position hypothétique. Donc la seule position que j'ai prise, c'est celle-là. Les deux après, ça c'est des positions hypothétiques que je n'ai pas prises. Donc ça, globalement, je positionne
enfin je place du coup cette position sur les graphiques, uniquement sur les graphiques, pas dans MetaTrader, j'encode pas la position, je l'affiche simplement. Et je me dis, bah tiens, ouais, ça c'est une bonne position, je pourrais la prendre et aller chercher un TP en 1,0850, cool. Sauf que j'hésite, et puis par je sais pas quelle rationalisation de réflexion de je sais pas quoi, je me dis non, c'est pas une bonne idée de prendre le trade, je vais attendre plus de confirmation. Dans la matinée, donc ça c'était 9, 10, 11 heures, le prix continue à s'apprécier, 12, 13, puis 14h30, bam, le prix s'envole. Mais le problème c'est que plus le temps passait, plus ma position ne pouvait pas être ouverte en fait. Parce que autant à ce niveau-là, par rapport à ma gestion des risques, la taille de mon stop, le placement de mon stop, etc., la position était valide. Mais quand on était peut-être, je sais pas moi, ici à midi ou à 13h, si je devais placer mon entrée là et mon stop tout en bas là, c'était pas une position que j'avais envie de prendre. Et donc là où au départ j'aurais pu saisir la position au matin, parce que je trade la session de Londres le matin, donc entre 8 et 10 heures je suis présent, j'étais littéralement devant les graphiques, où il n'y avait pas encore tout ça d'affiché, et j'étais là, ouais, je pourrais prendre le trade. Le problème c'est que, comme je l'ai dit, le sentiment qui m'animait à ce moment-là, c'était vraiment, ça me ferait chier de reprendre une perte. Et là où autant si j'avais pas pris cette perte là, vous pouvez être sûr que j'aurais pris la position. Ça c'est sûr. La seule raison pour laquelle j'ai hésité à appuyer sur la détente entre guillemets, c'est que j'avais mangé cette perte la veille et je me dis punaise, j'ai pas envie de prendre deux pertes d'affilée. Punaise, ça devient systématique à chaque vidéo, j'ai mon téléphone qui sonne en pleine vidéo, je suis désolé. Je vais penser à le mettre en silencieux les prochaines fois où je fais des vidéos. Bref, donc ça c'est une première chose que j'avais envie de partager avec toi, c'est que tu peux très facilement être animé, non plus par une décision rationnelle de tiens, j'ai mon biais directionnel, j'ai un setup d'achat, j'entre, et t'agis de façon robotique. Tu peux commencer à mettre tes émotions sur la table et te dire, en fait, les êtres humains ont tendance à pondérer davantage ce qui s'est passé dernièrement plutôt que simplement notre historique de trade. Et donc, selon mon historique de trade, aka ma stratégie, je suis censé prendre cette position, il n'y a aucune raison qui me dit de ne pas la prendre, d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental et au niveau de simplement les probas de ma stratégie. Même si je perds, c'est pas grave, je devais prendre cette position. Mais quand tu mets tes émotions dans l'équation, tu te dis, mais tiens, la dernière chose qui s'est produite, c'est quoi? Une perte. Et donc, tu commences à avoir moins confiance en ta stratégie, etc. C'est quelque chose sur lequel je dois encore bosser. Et donc, c'est embêtant. C'est vraiment très embêtant parce que du coup, tu prends pas la position alors que, et c'est encore pire quand tu vois qu'elle est gagnante. Parce qu'elle aurait très bien pu être perdante à nouveau. Mais au moins, tu n'aurais pas fait l'erreur de manquer le setup que tu étais censé saisir. Donc bref, c'était un gagnant, ça m'a mis énormément le seum, surtout que ça m'aurait rapporté pas mal, puisque c'était quand même une assez belle position. Non seulement mon call aurait été bon, donc t'es déjà content de dire, punaise, c'est cool, j'ai bien anticipé le ralentissement de l'inflation, mais en plus, le trade en lui-même t'aurait rapporté un gain assez conséquent. Bref, et puis donc, ça continue. Ah oui, non. Et c'est là aussi où c'est très important, la réaction que tu vas avoir à tes pertes. Je vais tout simplement raconter, c'est plus simple. Donc, après cette perte, j'étais dans une attitude un peu d'aversion au risque. J'avais peur de reprendre une perte. J'ai hésité. J'ai pas appuyé sur la gâchette. Et puis, j'ai laissé le trade s'envoler sans moi. Et puis, il était trop tard, en fait, pour rentrer dans la position. Le RR était plus intéressant, etc. Cool. Pire encore, et c'est là où je commence à me rendre compte que mon problème actuellement n'est plus tant le fondamental, parce qu'au niveau du biais directionnel, ça, généralement, 8 fois sur 10, j'ai la bonne direction. J'ai encore du mal à agir sur base de cette direction. Ça, c'est un très bon exemple par rapport à ça. Mais je commence de mieux en mieux à comprendre ma stratégie et l'analyse technique de telle sorte à saisir justement des bonnes entrées et des bonnes sorties par rapport à mon biais directionnel. Donc ça va. Ma gestion des risques, elle est toujours intacte. Mais je commence à avoir du mal Enfin, pas du mal, mais disons que il y a certains moments où ma psychologie me fait défaut. Autant je commence et j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je pense que les personnes qui se concentrent trop tôt sur la psychologie, c'est une erreur. Il faut d'abord avoir un edge, il faut d'abord avoir une méthode qui te permet d'avoir un biais directionnel sur les marchés et une façon d'agir systématiquement pour profiter de ces mouvements de prix. Mais une fois que tu as ce edge, une fois que tu as ta strat, une fois que tu as bref ton plan de trading, il est possible que tes résultats réels ne soient pas à la hauteur de tes attentes parce qu'il y a encore quelques petites erreurs psychologiques que tu fais, comme ici. Bref, donc après cette position, donc celle-ci et celle-là, donc celle que j'ai prise et qui était un perdant et celle que j'ai pas prise et qui était un gagnant, j'avais énormément de frustration en moi. Et donc il faut savoir que donc là on était mercredi soir. Mercredi soir, du coup j'ai pris la décision de sortir de chez moi, enfin sortir tout simplement. Et donc non seulement j'ai pas assisté à la décision de politique monétaire de la Fed,
puisqu'il était 20h, j'étais dehors. Mais en plus, le lendemain, j'ai pas tradé la session de Londres, donc le matin, vers 8-9h, c'était ces deux chandeliers-là. Et pire encore, l'après-midi, ma vigilance, mon attention était relâchée, parce que j'étais dans cet état d'esprit de... Bon, c'est pas une bonne semaine, c'est pas grave, je rattaquerai la semaine prochaine. Alors qu'il restait encore 2 jours, jeudi, vendredi, il y a beaucoup de choses à faire. Et que d'ailleurs, on le voit ici. Et donc, je me suis amusé à réévaluer ma semaine, en me posant la question, tiens, si j'avais été particulièrement attentif au marché et au graphique, si j'avais été présent devant mes graphiques à 8-9 heures, est-ce que j'aurais pris une position en plus? Et je me suis rendu compte que, tiens, si j'avais appliqué correctement ma stratégie, ma méthode d'analyse, etc., mon biais directionnel, enfin ça de toute façon il avait changé à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que l'incertitude politique pesait sur l'euro, j'ai expliqué avec les rendements, que la décision de politique monétaire de la Fed n'avait pas été dovish, dans le sens où le dollar avait réagi à la hausse, donc ça c'est complètement différent des 4 dernières réunions dont j'ai parlé tantôt. Il avait réagi à la hausse, et même s'il n'avait pas complètement effacé les gains du CPI, il y avait quand même cette idée bullish pour le dollar, bearish pour l'euro, et aussi il y avait cette décorrélation entre le dollar et les rendements, qui permettait au dollar de s'apprécier malgré le fait que les rendements soient à des niveaux assez bas. Mais donc toutes ces raisons-là m'ont poussé à me dire, tiens, ici peut-être qu'on a changé de billet, autant mon billet directionnel était vers 1,08, 1,0850 pour la première partie de la semaine, mais pour la deuxième partie de la semaine, j'envisage un biais baissier, au moins jusqu'au plus bas, 1,0720, mais à ce moment-là, j'envisageais plutôt un 1,07. Le prix est descendu jusqu'à 1,067, mais en réalité, j'envisageais un biais jusqu'à 1,07 baissier. Mais donc à ce moment-là, mon biais directionnel, ok, cool. Je me suis posé la question, est-ce que si j'étais devant les graphiques avec un nouveau biais directionnel baissier, est-ce que j'aurais saisi un setup? Et il s'avère que, selon ma stratégie, alors ici elle n'est pas vraiment détaillée, mais d'un point de vue technique, l'entrée idéale, celle que j'aurais dû saisir, c'était ici, juste avant l'ouverture de New York, je crois qu'il était à peu près 14h, sur ce chandelier-là, ou celui d'avant, mais bref. Une entrée ici avec un stop. Alors là, je l'ai tiré jusqu'à 1,067. En réalité, je serais sûrement sorti à 1,07 parce que c'était ma cible de base. Je vois pas pourquoi j'aurais tiré plus bas. Mais l'idée reste la même, c'est que ça aurait pu être un chouette trade et un chouette gagnant. Mais j'étais pas présent. Donc j'ai manqué une opportunité. Et autant parfois, j'essaie d'expliquer que il y a une différence entre manquer un mouvement et manquer une opportunité. Tu peux manquer un mouvement, mais il n'y a rien de mal si rien ne te disait d'entrer. Imaginons maintenant que je manquais ce mouvement-là, mais que dans ma stratégie, rien ne me disait d'entrer, à ce moment-là, j'ai pas manqué une opportunité, puisque selon mon plan, selon ma stratégie, ce n'était pas une opportunité. Par contre, si maintenant, mon plan de trading me disait clairement, tu dois entrer à tel niveau pour telle raison, et que je n'entre pas, c'est pas un mouvement que je manque, c'est une opportunité. Et là, en faisant la revue de cette semaine-là, une sorte de backtesting si on veut, la réalité c'est que j'ai manqué 2 opportunités. Parce que mon biais directionnel jusqu'à mercredi après-midi était haussier, mon biais directionnel était baissier, donc je devais chercher de l'achat et de la vente, donc achat puis vente, et j'ai clairement eu un setup d'achat. En réalité, j'aurais dû saisir ce setup-là, enfin que j'ai pris ici, celui-ci et celui-là. J'aurais pas pu saisir plus d'opportunités que ça. C'était, selon ma stratégie, les 3 setups qui étaient disponibles cette semaine, et qui s'alignaient du coup à ma direction, pour celui-là et celui-là, pour le début de la semaine et la fin de la semaine. Et donc, je me rends compte que j'ai pas fait cette semaine-ci, c'est pour ça que je suis un peu déçu de moi-même, j'ai pas fait mon boulot de trader. Et c'est quoi le boulot de trader? Je parle souvent d'être un trader professionnel, etc. Et je parle beaucoup des performances, des résultats, mais le boulot d'un trader, c'est pas tant lié, ou en tout cas être trader professionnel, c'est pas tant lié à ta performance. Que tu perdes ou que tu gagnes de l'argent aujourd'hui, on s'en fiche. C'est surtout par rapport aux actions que tu vas mettre en place. Et la caractéristique numéro 1 d'un trader, selon moi, c'est qu'il va être disponible. Ça ne veut pas dire qu'il va être devant les graphiques à trader H24, mais ça veut simplement dire qu'il va être disponible pour saisir les opportunités qui se présentent à lui. Et là, j'ai pas fait mon boulot de trader. Pourquoi? Parce que plusieurs opportunités se sont présentées à moi, se sont présentées sur les graphiques et je ne les ai pas saisies. Alors que mon plan, ma stratégie, m'ordonne quelque part de les saisir. Donc j'ai enfreint mes propres règles. Et c'est drôle parce que c'est pas vraiment enfreindre ces règles comme j'ai pas respecté, j'ai placé un stop de n'importe comment, j'ai déplacé mon stop trop vite, j'ai pris des profits trop vite, donc j'ai coupé court à un gain, ou j'ai pris j'ai surleverage, j'ai pris une taille de lot beaucoup trop importante par rapport à mon capital. Enfin, ça c'est le genre d'erreur typique auquel on peut penser quand on parle de trading, mais on oublie souvent que l'une des plus grosses erreurs que tu puisses faire aussi, c'est de ne pas saisir les opportunités qui se présentent à toi. Pourquoi? Parce que ça va fausser les probabilités de ta strat après coup. Parce que imaginons maintenant, donc je ne regarde pas sur ce petit échantillon-là, mais je vais regarder sur 10, 20, 30 trades.
La réalité, on va simplifier, on va dire 10, même si c'est un échantillon trop petit, mais prenons les 10 trades, prenons 10 trades à partir de celui-là. Mais en théorie, j'aurais dû avoir 1, 2, 3 trades. Et puis si je continue comme ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être que la moitié aurait été perdant, mais parce que j'ai saisi ces 2 trades-là, plus peut-être 3 autres gagnants, mon résultat net à la fin des 10 trades aurait été positif. Sauf que comme j'ai pas pris ces 2 positions-là, mais la réalité c'est que je vais peut-être avoir un perdant, 2, 3, 4, 5 perdants peut-être, et puis seulement 3 gagnants, parce que j'en aurais raté 2, il y en aura 2 que j'aurais pas saisi. Et donc ça va complètement fucked up mes probabilités, parce que j'aurais eu peut-être 5 perdants, peut-être que 3 gagnants, et peut-être que je serais break-even, voire même un peu en perte. Ou un peu en gain, mais en tout cas bien moins, un gain bien moins important que si j'avais saisi ces 2 positions-là. Et c'est là l'importance de saisir vraiment toutes les opportunités, et je dis bien opportunités, pas mouvement. Tu ne dois pas sauter sur tous les mouvements de prix. Il y a des jours pour trader, il y a des jours pour ne pas trader. Mais par contre, tu dois sauter sur toutes les opportunités. Donc si maintenant tu as un biais directionnel et que ta stratégie te dit, voilà, tu as un setup entre, et donc pour ceux qui ne l'auront pas encore compris jusqu'à présent, mais globalement, mon approche des marchés, c'est j'ai un biais directionnel fondamental, soit je veux acheter ou vendre, et une fois que j'ai mon biais directionnel en tête, je cherche simplement un setup qui s'aligne au biais directionnel. Donc si par exemple, là, je l'ai expliqué en début de semaine, mon biais directionnel, c'était de l'achat, à ce moment-là, je vais chercher un setup qui va dans ce sens-là, donc un setup d'achat. Si j'en trouve un, je saute sur l'opportunité. Inversement, ici, mon biais directionnel, c'était de la vente, je vais chercher un setup de vente. Si j'en ai un, je saute sur l'opportunité. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Mais si j'ai un setup qui s'aligne à mon billet, à ce moment-là, je dois entrer. Je dois entrer parce que si j'entre pas, comme je l'ai dit, je vais fausser les probabilités à long terme et ma stratégie sera peut-être pas rentable. Enfin, sera pas rentabilisée. Parce que rentable, elle l'est, d'un point de vue statistique, d'un point de vue probabiliste, au niveau des probabilités. Mais si je ne l'applique pas correctement, je ne la rentabilise pas. Et donc, forcément, les probabilités ne peuvent pas se jouer, et alors ça va pas dans mon sens. Bref, c'était ce que je voulais te partager, mais du coup, j'ai fait un peu le tour. Je regarde si... Non, c'est tout ce que je voulais te partager. Si tu devais retenir une chose de cette vidéo, je dirais simplement que veille à vraiment garder tes émotions à leur place. Des émotions, on en a tous. Tu peux pas les éteindre complètement, mais tu peux les remarquer. Tu peux par exemple remarquer, si tu rencontres une situation similaire à celle-ci, tu peux remarquer que, ah tiens, je viens de manger une perte, je ressens que j'ai un peu plus peur d'ouvrir un trade maintenant, parce que j'ai pris une perte. Et te poser la question en temps réel, donc c'est ce que j'aurais dû faire, quand j'étais littéralement à ce moment-là, où il n'y avait pas encore tous ces chandeliers-là. Donc ici, me poser la question, tiens, j'hésite, j'ai pas envie d'ouvrir ma position, il y a un truc qui me bloque, et me poser la question, est-ce que c'est purement rationnel? Est-ce que les marchés m'envoient un message qui me disent « Ah, attends, t'as pas assez de confluence, t'as pas assez de raison d'entrer dans le trade, ton biais directionnel est pas bon, blablabla. » Ou est-ce que c'est uniquement une raison psychologique de « en fait, tous mes voyants sont dans le vert, je suis censé ouvrir une position, mais la seule raison pour laquelle j'appuie pas sur le bouton buy, ou pour laquelle je place pas mon ordre limite, c'est parce que j'ai peur de remanger une perte. » Mais est-ce que cette peur est justifiée? Non. Peut-être que je vais manger une perte, peut-être pas, mais ça on s'en fiche d'un point de vue stratégique. Si je me base uniquement sur mon plan, je dois ouvrir la position. Si j'étais un robot et que c'était un robot donc, qui tradait ma stratégie, il aurait ouvert une position. Sans se soucier du résultat, que ce soit un gagnant ou pas. Et c'est ça la mentalité qu'il faut adopter. C'est ça la mentalité avec laquelle j'ai encore du mal. Idem ici, mais bon là le problème il est tout autre, c'est juste que j'étais pas là. Enfin j'étais pas focus, j'étais pas concentré, j'étais distrait. Mais là, donc quelque part le deuxième message aussi que je pourrais transmettre, c'est que ce n'est pas parce que ta semaine a mal commencé qu'elle doit mal terminer. Ta semaine peut mal commencer. J'aurais très bien pu prendre une perte ici, manquer cette opportunité, et puis revenir le jeudi, l'esprit tout neuf, tout vif, et réaborder les marchés de façon objective en cherchant vraiment, ah ok, mon biais directionnel a changé, et j'ai un setup de vente, je le saisis. Et ce trade-là aurait même pu effacer mes pertes plus tôt, et j'aurais pu terminer la semaine dans le vert. Mais donc, il ne faut pas non plus... C'est quelque chose que peut-être d'autres gens ont l'habitude de faire. C'est ce que j'avais l'habitude de faire en tout cas, mais je me concentre le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, et puis je perds mon attention le jeudi et le vendredi. Et ça me pousse à soit faire des erreurs, soit manquer des opportunités qui auraient pu gonfler encore plus mes gains. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.